Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons continuer sur les molécules en parlant des techniques de résolution analytique plus précises que la méthode grossière du système à deux états que nous avons vu. Alors, toutes les techniques d'approximation sont basées sur un constat. Les noyaux sont très massifs, beaucoup plus que les électrons. Donc, les mouvements des noyaux sont très lents comparé au mouvement des électrons. De là, on peut considérer que lorsqu'on calcule le mouvement des électrons, on peut considérer les noyaux comme étant fixes, immobiles. Puis, ayant trouvé les solutions, on peut considérer que les électrons sont dans un état stationnaire pour chaque position des noyaux. Et on peut alors calculer le mouvement des noyaux. Dans cette situation, c'est l'approximation adiabatique. L'énergie des systèmes se classe ainsi en niveau électronique, qui concerne essentiellement le mouvement des électrons, donc les états des électrons dans la molécule, et les mouvements de vibration et de rotation qui concernent les noyaux. Alors, considérons une molécule de dimension A. On peut considérer que les électrons de valence, donc les électrons de liaison, globalement occupent le volume de la molécule. L'énergie de ces électrons est alors typiquement de l'ordre de h bar carré sur ma carré, m la masse de l'électron. Et ceci s'obtient en utilisant simplement le principe de la détermination de Heisenberg. Et pour des dimensions de molécules de quelques angstroms, ça donne typiquement des énergies dans le domaine de la lumière visible ou des ultraviolets. Les vibrations des noyaux peuvent être vues comme un ressort, comme un système de vibrations harmoniques, avec une résistance, une constante de raideur K0 et une masse grand M. Ici, la masse grand M est la masse des noyaux. Et lorsque les atomes se déplacent en vibrant, cela déforme les orbitales électroniques. Et donc ça correspond typiquement à une énergie pour une distance A de l'ordre de l'énergie électronique. Et on en tire ainsi que K0 est de l'ordre de l'énergie électronique sur A carré. En utilisant ensuite la théorie de l'oscillateur harmonique, on en déduit que les énergies de vibration sont de l'ordre de h bar fois racine carrée de K0 sur M. Et ça, c'est donc environ M sur M, petit m sur grand M, racine carrée, donc souvent un demi, fois l'énergie électronique. Donc la masse de l'électron divisée par la masse du noyau. Et la masse du noyau, un noyau est typiquement 10 000 fois plus lourd qu'un électron. Donc on a une énergie qui est typiquement d'un centième de l'énergie des niveaux électroniques. Typiquement, c'est du rayonnement dans le domaine infrarouge. La molécule a aussi un moment d'inertie qui l'empêche de se mettre facilement en rotation. Deux masses écartées, comme un haltère, se met plus difficilement en rotation qu'une boule avec deux fines tiges. Le moment d'inertie
ce calcul en mécanique, il est de l'ordre de le moment d'inertie est de l'ordre de A carré. Et donc, on en tire une énergie de rotation qui est de l'ordre de h bar carré sur ma carré, c'est-à-dire m sur m fois l'énergie électronique. Donc, de l'ordre d'un millier ou des 1000 fois plus faible que les niveaux électroniques. Typiquement, c'est dans l'infrarouge lointain. Et d'ailleurs, ceci explique qu'en physique statistique, quand on calcule les propriétés des gaz moléculaires, on tient compte, bien sûr, des translations des molécules, mais aussi de leur rotation, de leur vibration, mais pas des niveaux électroniques. Parce qu'à température ambiante, on a surtout des infrarouges et pas des ultraviolets. On ne rend compte qu'à beaucoup plus haute température. L'étape suivante est alors d'écrire l'équation de Schrödinger de la molécule. Alors, l'équation de Schrödinger, on sait l'écrire. Elle prend la forme moins h bar carré sur 2m fois la somme sur petit m, donc toute la somme sur tous les électrons, variation carrée de la position de chaque électron, moins la somme grand L sur tous les noyaux de h bar carré sur 2mj, la masse du noyau numéro j, fois la variation au carré de la position, plus V, le potentiel, qui ici décrit l'énergie d'interaction électrostatique entre toutes les particules, donc entre chaque noyau, chaque électron, et entre les électrons et tous les noyaux. Ça peut faire beaucoup de termes. Fois psi égale psi. Donc on a une équation qu'on peut écrire. Le tout, c'est de la résoudre. Alors, l'énergie cinétique des noyaux est typiquement beaucoup plus faible que l'énergie des électrons. On le voit ici où l'énergie des niveaux électroniques est beaucoup plus grande que les énergies de vibration et de rotation. Bohr et Oppenheimer ont montré par des calculs plus précis que cette approximation est correcte. On peut négliger l'énergie cinétique des noyaux dans la mesure où on n'a pas des vibrations ou des rotations trop importantes. Donc tant qu'on n'est pas à des températures énormes, par exemple. On peut alors considérer ceci comme une équation pour les électrons uniquement, dépendant des positions Rj des noyaux, qui sont alors de simples paramètres. On montre alors que la fonction d'onde peut s'écrire comme un produit d'une fonction petit u Ri pour les électrons, qui dépend des positions des noyaux, plus une fonction W Rj pour les noyaux. On obtient ainsi une équation pour les U et une équation pour W. On peut alors, à partir de là, appliquer diverses méthodes d'approximation. Typiquement, on utilise la méthode des variations, qui convient plutôt bien dans ce genre de situation. Et on obtient ainsi un certain nombre de solutions approchées pour la molécule. Ensuite, on effectue, et alors on peut faire ce calcul de manière relativement précise, par exemple pour la molécule d'hydrogène, qui est encore relativement simple dans le domaine, dans le monde des molécules. Et en utilisant ces solutions pour W et un certain nombre de données issues de l'expérience, on a pu ainsi établir le potentiel à utiliser dans cette équation-là, et il est appelé potentiel de Morse.
Il a typiquement la forme que nous avons vue. Hein, rappelez-vous, la forme comme ça, avec un creux, hein, que nous avions vu dans les systèmes à deux états. Et à partir de là, on peut faire tous les calculs pour les différents niveaux d'énergie des électrons, les niveaux d'énergie de vibration, de rotation, avec des calculs plus ou moins compliqués. Voilà, je n'entrerai pas dans plus de détails des calculs, c'est inutile, je veux éviter des calculs lourds. Vous avez une idée des méthodes qui sont employées pour les calculs de molécules. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer quelque chose de beaucoup plus simple. Nous allons décrire les différents types de liaisons chimiques sur base de ce que nous savons de ce que nous avons appris. Et nous en ferons alors une description essentiellement qualitative. En fait, typiquement, la prochaine vidéo, c'est ce que vous trouveriez dans un livre de chimie, pas dans un livre de physique. La physique et la chimie, c'est une longue histoire d'amour. La physique et la mécanique quantique ont réussi le tour de force de démontrer, de prouver les bases théoriques de la chimie, et beaucoup de travaux en chimie font appel à la physique, que ce soit dans ce genre de calcul de chimie quantique, ou que ce soit dans l'instrumentation. Par exemple, les spectroscopes, les spectromètres de masse, etc. Et donc les deux sont fortement liés, mais ça reste malgré tout deux disciplines séparées. À un certain niveau, la chimie est plus qualitative. Elle a aussi ses approches quantitatives que nous n'étudierons pas ici, telles que les équations cinétiques, etc. Et elle a ses méthodes et ses protocoles pour traiter, fabriquer, synthétiser, analyser toutes sortes de composés, minéraux et organiques. C'est un domaine à part entière. Toutefois, puisque nous parlons de chimie quantique, il est intéressant de présenter au moins cette base et de décrire les différentes liaisons chimiques et comment est-ce qu'on les justifie à partir de ce que nous avons déjà vu. Je vous remercie.